Bon là, forcément, c'est la petite question qui m'intéresse, en tant que communicant. Quel canaux de communication, toi, tu as utilisé et quels sont les points forts et les faiblesses que tu as pu observer en les utilisant? Ouais, on a tous commencé avec, moi je suis un ancien, je suis un peu un vieux, je sais pas si tu sais, tu as dû connaître ça, les forums à l'époque. Donc 2010, 2009, 2010, 2011, je crois qu'il y avait Facebook, mais c'était pas encore développé ou quoi. C'était surtout les forums à l'époque qui existaient. Je pense que les jeunes qui vont écouter ça, ils vont pas comprendre les forums. Mais à l'époque, on tournait avec ça. Quoi que tu aies à vendre, on postait nos annonces sur des forums. C'était des annonces des forums de toutes sortes de sujets, ou de thèmes, ou de voilà. Les premières annonces que j'ai postées, c'était sur un forum. C'était sur un forum. Par ce biais-là, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, tu vois. Le forum est venu Facebook ensuite. Donc Facebook, on a bossé avec Facebook. On a appris à apprivoiser ce réseau social. Pendant des années, on a bossé avec ça. Moi, j'étais un peu en retard parce que par la suite, il y a Instagram qui s'est enchaîné. Mais moi, c'est que depuis 2016, je pense que j'ai Instagram. Donc, il y a eu Instagram. Instagram, ça a été le boom aussi. Ça a été le boom parce que Instagram, c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus qualitatif en termes de contenu. J'ai beaucoup appris aussi à travers ce réseau social, à travers le contenu des autres et tout. Euh, Facebook, du coup, commence à se mettre en retrait, mais reste toujours présent, a une très grosse présence. Donc voilà, il y a Twitter évidemment en parallèle, mais Twitter c'est plus pour la polémique qu'autre chose. C'est pas le meilleur des réseaux sociaux. Donc voilà, Facebook dans l'ordre, Twitter en parallèle, mais rien de vraiment pas un réseau social puissant pour moi dans mon cas. Et ensuite il y a Instagram qui a tout éclaté, vraiment qui nous a fait voir d'autres horizons, dans le sens où il nous a permis de toucher un autre public aussi et de travailler aussi mieux notre contenu parce que sur Instagram, tu as le feed qui apparaît directement. Donc, si tes photos sont pas bien, ton contenu n'est pas joli, ça se voit esthétiquement, visuellement. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est différent sur Facebook où tu fais défiler le feed. Si d'une photo à une autre, il y a des différences de couleurs ou trucs comme ça, c'est pas important, tu le vois, ça passe crème, on va dire. Et puis voilà, nous on a communiqué avec ça, hein, on a communiqué avec ça. En parallèle, après, on s'est créé une petite base de par le site web, site vitrine, on s'est créé une petite base d'emails avec on a pu balancer des newsletters et tout. Donc ça, c'est un canal super important, hein, ça, quoi qu'il en soit. En 2010 ou jusqu'à maintenant, les newsletters, les mails, c'est le plus important, c'est primordial. Et puis il y a quoi encore? On n'a jamais été, j'ai jamais été fan de Flyer. On s'est penché sur la question. Jamais été fan de Flyer, surtout après avec la démocratisation des réseaux sociaux. En réalité, les gens, les flyers, moi le premier, je les jette quoi. Donc si ce n'est de la bouffe, à la limite, ça peut m'intéresser, mais autre chose, je dis, c'est fini quoi, les flyers. Faites des flyers pour la bouffe, je confirme. Des flyers pour la bouffe, ok. Non, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, tout naturellement, je l'ai dit, en réalité, les flyers pour la bouffe, ouais, ça marche parce que tu le colles sur ton frigo. La bouffe, c'est quelque chose, c'est tous les jours, tu es confronté à la bouffe. Donc, ouais, ça fonctionne. Mais pour moi, dans mon cas, j'ai jamais fait de flyers. Donc, voilà les canaux de communication dont je peux énumérer, c'est ça, quoi. C'est les réseaux sociaux principalement, hein. Après, on s'est mis récemment sur Snapchat, sur TikTok, c'est un autre délire, c'est beaucoup plus du n'importe quoi qu'autre chose. C'est pas trop adapté à notre contenu, mais on s'y met. On s'y met. On est vieux, mais on fait les jeunes un petit peu, mais voilà, quoi. Là, on a tous vu que, il y a eu de l'expérience, le terrain t'a vraiment fait évoluer, tu es un entrepreneur accompli, à mon sens en tout cas. Quels conseils tu pourrais donner aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer? C'est une bonne question, toi. On Ça va se voit, faire du journalisme un jour ça peut-être, va, on sait jamais. ça se voit, t'as bossé quand J'ai un peu même. bossé le sujet, c'est vrai, c'est vrai. Quel conseil on peut donner? Bah, ça, j'ai envie de te dire, très fréquemment, on me pose ce genre de questions sur les réseaux et je m'excuse si des fois je peux pas répondre pleinement, de manière détaillée. Quel conseil je peux donner? C'est déjà travailler avec le cœur. Si vous investissez dans un projet et qu'il y a pas le cœur, ça sert à rien. Parce que l'argent, ça fait pas tout. Au bout d'un moment,
c'est le cœur qui va vous permettre de continuer et de vous développer et de vous accrocher dans les moments durs. Et le conseil que je peux donner, c'est donc travailler avec le cœur et essayer de faire du coup, ça va de pair, ça, c'est la suite en fait logique des choses, c'est de faire bien les choses, de s'appliquer. Moi personnellement, je ne peux pas conseiller quelque chose que je ne fais pas, quelque chose que le schéma que j'ai pas fait. Donc il y a d'autres schémas, mais ça c'est mon schéma, c'est de faire bien les choses et de donner le meilleur en réalité, de proposer la, la meilleure qualité que vous pouvez proposer avec vos moyens et de sans arrêt évoluer, de bien faire les choses et de proposer la meilleure qualité de service ou de produit que pouvez proposer dans la limite de vos moyens, quoi. Moi, peu importe les moyens que j'avais, si j'avais 100 balles, 1000 euros, 10 000 euros, à chaque collection, j'essayais de proposer le meilleur et de m'améliorer en fonction de mes moyens, du coup. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que le conseil que je peux donner aux entrepreneurs, même s'il y en a énormément à donner, c'est travailler avec le cœur. C'est la première des choses parce que le cœur, c'est le moteur. Alors que si tu proposes un service ou un produit de mauvaise qualité, on va t'oublier. Tu vas faire de l'argent. Tu vas faire de l'argent. Je ne dis pas que tu ne vas pas faire de l'argent. Mais moi, personnellement, ce que je disais tout à l'heure, en termes de satisfaction personnelle dans mon évolution et tout, je ne peux pas proposer quelque chose de mauvaise qualité, un service ou quoi que ce soit. Parce que moi, je sais que me mettre à fond. Je sais que mettre à fond, donc ça sera à l'inverse, c'est à contre-courant de ma manière de fonctionner. Donc moi, personnellement, voilà, proposer que des choses de qualité et se donner à fond dans son projet dans ce sens-là, quoi. Quel a été ton modèle préféré? Mon modèle préféré Ouais. durant ces 10 dernières années, parmi les multiples collections que j'ai pu sortir, ah ben, pas besoin de réfléchir. La plus grande fierté, c'est le jean. C'est mon premier modèle. C'est le modèle qui a chamboulé, quoi, qui a chamboulé le monde du Serwell. Donc, c'est pas normal si je dis pas le jean. Et on continue à le faire évoluer jusqu'aujourd'hui. Donc, le plus gros modèle que j'ai pu sortir, c'est ce qui a fait DC Jeans. C'est le jean, DC Jeans. C'est vraiment, à la suite de ça, il y a des modèles qui ont cartonné, hein. Le modèle cargo, qui, allez, grosso modo, il est devant le jean maintenant en termes de vente. Mais jamais, ou du moins à ce jour-là, jamais il dépassera l'image, la puissance de l'image du jean. Jamais. Jamais. Le jean, c'est l'image de DC Jeans. Et j'ai encore tellement de choses à faire dans ce modèle d'ailleurs. Mais voilà quoi. Après, le cargo, il est. Ah, c'est la bagarre entre le jean et le cargo. C'est la bagarre. C'est un super modèle, le cargo. C'est un modèle qui est à la fois utile, c'est un modèle qui est à la fois streetwear, il est design, il est travaillé de ouf par rapport à un jean qui est très simple. Mais qu'est-ce qui fait la force du jean? C'est sa matière. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux pas rivaliser avec un jean. Je pense que non, je peux pas. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à prouver à moi-même et à la marque, mais si je regarde les marques comme Levi's et tout, en réalité, rien ne détrône un jean. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont beau faire d'autres produits qui gravitent autour du jean, qui sont très bien, comme le cargo, je prenais l'exemple du cargo, mais on ne peut pas détrôner un jean. Un jean, c'est indémodable. C'est. Voilà, quoi. Donc le jean, c'est le modèle qui a chamboulé le projet, quoi. Et même, j'ai une anecdote à te dire concernant le jean. Lorsqu'on a sorti le jean, tu vois, beaucoup étaient là à nous dire, hormis ceux qui nous critiquaient et tout machin, mais je voudrais parler d'un cas spécial. Beaucoup nous disaient, ouais, t'as rien inventé, hein. C'est du jean, moi aussi j'aurais pu le faire. Et en plus, j'y avais pensé il y a quelques années. Ouais, tu y as pensé. Mais la différence entre toi et moi, c'est que j'ai eu le cran de le faire. Attention, hein, à chaque fois que tu crois que je vais m'élever, je m'élève à rien du tout. Je suis éclaté, hein. Je suis éclaté au sol, moi, hein. J'ai aucun niveau. C'est juste que pour faire comprendre que cette fibre entrepreneuriale-là, elle commence ici. Le cran de l'avoir fait. J'ai osé l'avoir fait. Peu importe que ça a marché ou que ça n'a pas fonctionné. Eh ben, tu as eu le cran de le faire. Et tu rebondis sur autre chose. C'est pas grave qui m'a marché. Mais ta persévérance et ton cran, c'est ça qui fait la distinction entre toi et un autre.
Donc ouais, tu as eu l'idée, mais moi je l'ai fait. Alors ils m'ont dit, ouais, ça fait 10 ans, je pouvais faire ça il y a 10 ans, j'y ai pensé et tout. Ouais, ouais, tu as pensé, hein, c'est bien. Moi je l'ai fait. Bon, le jean, ça a cartonné, on en a tous acheté, on a tous kiffé. Mais il y a bien eu des fails dans tout ça. Des Des fails, des loupés. Ah, des loupés, j'en ai encore jusqu'aujourd'hui. Il faut savoir que euh, vous, adeptes ou suiveurs de la marque, appréciateurs de la marque, il faut savoir que derrière tout ça, il n'y a pas une collection que j'ai fait où il n'y avait pas un problème. Si petit soit-il, et j'ai rencontré aussi des gros problèmes dans des productions, mais vous y avez vu que du feu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que justement, il faut être. C'est un énorme travail que de produire soi-même. Et en plus, j'ai pas d'équipe, je fais tout moi-même. Donc, je voyage, je fais que voyager. Je suis auprès de la production, je surveille ma production. Parce que il y a un moment donné, quand toi, tu fais tes échantillons, tu détermines tes tableaux de mensuration, tu choisis tes tissus, ça, c'est toi qui gères. OK, jusqu'à là, tout va bien. Ça, c'est gérable, c'est palpable. Tout ça, c'est contrôlable. Mais dès que ça passe en chaîne, terminé, tu n'as plus la main dessus. Et mon gros travail, la plupart de mon travail, c'est de contrôler la marchandise. Quand bien même tu contrôles ta marchandise, il se passe toujours des choses que tu n'avais pas prévues. Et comme je te disais, il n'y a pas une production que j'ai fait où il n'y a pas eu des imprévus. C'est chaque collection. Alors, ils n'ont pas serré assez la cheville. Je sais, c'est pas une cheville, c'était pour te dire. Ils n'ont pas assez serré la cheville. Et chez nous, serrer la cheville, c'est super important, tu vois, pour pas que ça dépasse la cheville. Euh, le vêtement, je sais pas quoi, le tissu, il se déchire. C'était imprévu. C'était pas prévu comme ça, le tissu. J'avais pas choisi ça, moi. J'avais pas choisi un tissu qui se déchire. Le tissu se déchire. Vous savez pas, derrière, on a essuyé des problèmes, mais monstrueux, avec les fabricants. Les boutons pètent. Alors oui, vous avez pu rencontrer des problèmes, mais ils étaient minimes comparés à ce que nous, on a rencontré. Parce que ce que vous avez trouvé dans nos produits, ce qui est tout à fait normal, il y a des erreurs dans toute production et machin, mais nous, notre SAV, il est là pour régler. Quoi qu'il en soit, si un jour tu trouves un problème, notre SAV, il est là pour régler le problème, te mettre à l'aise, analyser la situation, te mettre à l'aise et régler le souci. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand vous trouvez un problème, ça veut dire nous, derrière, on a passé à l'essoreuse déjà, la situation et le problème, tu vois, on a trié et on s'est bataillé pour éponger tout ça. Donc voilà, il n'y a pas une collection sans louper, sans fail, comme tu dis. Il n'y a pas une collection sans fail. Et c'est les aléas de la fabrication. Comme je dis souvent, on est des fabricants. On choisit nos tissus de A à Z. On fabrique nos propres produits. C'est pas comme si toi, tu vas avec ton caddie à Aubervilliers et que tu achètes en gros des pantalons ou des machins. Ça, c'est la chose la plus facile que tu peux faire. C'est le B à bas du commerce. Tu n'as rien créé, tu achètes de la marchandise, tu la revends. Hein, si je schématise. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on est au cœur, on est à la base. Et c'est là que tu rencontres le plus de problèmes. C'est là que tu as le plus, si tu veux, de liberté, mais c'est là aussi où tu peux rencontrer le plus de problèmes, quand tu es à la base de la fabrication, quelle qu'elle soit. Tout à l'heure, tu as donné des conseils aux entrepreneurs. Maintenant, si tu devais leur donner 3 choses à éviter. Donc, 3 choses à éviter, ça veut dire qu'il faut que j'en donne 3. Si j'en ai qu'une, ça ne suffit pas. Ah non, il en manquera 2 là. On va essayer d'en trouver 3. Donc, 3 choses à éviter. La première, c'est le manque d'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est super important. L'innovation, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs sortes et formes d'innovation. La première des innovations, qui est la plus honorable et la plus respectable, c'est inventer un produit qui n'a jamais été fait. Ça, c'est la meilleure invention, la meilleure innovation que tu peux faire. Moi, je ne fais pas ça. Tu vas comprendre pourquoi. La deuxième innovation, c'est prendre un produit qui existe déjà, mais l'aménager, le moduler, l'adapter en fonction de ton environnement et du besoin. Ça aussi, c'est une innovation. Et c'est mon innovation. C'est plutôt, ou du moins, l'innovation que j'utilise. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien inventé. J'ai inventé ça, le gilet? Je n'ai pas inventé le gilet.
J'ai inventé le jean? J'ai pas inventé les jeans. Seulement, j'ai écouté le besoin, j'ai analysé la situation et j'ai répondu aux besoins. J'ai adapté mon gilet pour ma clientèle en le faisant plus large, en le faisant plus long, mon serwell en le faisant plus large, plus long, etc. etc. Et je l'ai adapté à mon besoin. Et ça, c'est une forme d'innovation. Peut-être ça paraît facile, parce que tu te dis, ouais, mais on va retomber encore dans ce que je disais tout à l'heure. Ouais, mais tu n'as fait qu'un pantalon en jean. Hein. Ouais, mais c'est que ça, mais est-ce que tu l'as fait toi? Non. Moi, j'ai eu le culot, j'ai eu l'audace de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai eu l'idée déjà de le faire. Rien que d'avoir l'idée d'adapter un pantalon et de l'adapter à un besoin, de le moduler d'avoir le cran de le produire et tout, c'est une forme d'innovation. Et la troisième innovation, c'est de prendre un produit qui existe déjà et tel quel. Tu ne rajoutes rien, tu ne le modules pas, tu ne l'adaptes pas. Tu le prends, un produit qui existe déjà par exemple en Indonésie, tu prends ce produit-là et tu l'importes dans ta région, dans ton pays, dans ta ville. Ça, c'est une sorte d'innovation. Parce que ce produit-là, il n'existait pas sur le marché, le marché qui t'entoure. D'accord? Par exemple, pour moi, je suis allé en Indonésie, j'ai découvert le Docker. Je sais, le Docker, il existe déjà en France, tu vois. Mais dans mon marché, il n'y avait pas forcément un besoin. Pour le coup, j'ai tenté le coup, j'ai rapporté une innovation, parce que là-bas, les Indonésiens, ils mettent ce Docker, ils mettent cette casquette sans visière-là. J'ai pris cet article-là et je l'ai importé en France. Parce que je me suis dit, ça peut être intéressant pour ma clientèle. Tu vois ce que je veux dire? Ça va dans le thème, ça peut être intéressant. C'est après que j'ai découvert que cet article-là, en fait, il existait en France, qu'il y avait une marque déjà qui le développait. Tu vois ce que je veux dire? Mais dont j'en avais jamais entendu parler. Il se fait qu'elle était déjà développée auprès d'un certain style de clients et de personnes, tu vois. Donc ça, c'est une sorte d'innovation. C'est prendre un article qui existe déjà dans un pays, dans une région. Tu peux même mettre au nord de la France. Je ne sais pas moi, les frites, ça cartonne là-bas. Toi, tu as la formule magique pour les frites. Tu l'importes dans le sud de la France. Après, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. C'est une idée comme une autre. Mais voilà, prendre une idée qui existe à un endroit et l'importer à un autre endroit où cette idée n'est pas développée. Donc voilà les trois formes d'innovation et donc les choses à ne pas faire, à éviter pour des futurs entrepreneurs. La première des choses, c'est que je ne dirais pas que ce n'est pas à faire, mais justement, il faut innover. Il faut sans arrêt innover et proposer des choses qui n'existent pas sur le marché. La deuxième chose à ne pas faire, c'est prendre le client pour un con. C'est duper le client. Parce que tôt ou tard, ça va te tomber dessus. Alors t'imagines, toi, tu mets le cœur à l'ouvrage, tu développes ton produit de A à Z, tu fais en sorte que ça soit de la qualité, tu respectes tout ce que j'ai dit. Mais tu mens au client, tu prends le client pour un idiot sur n'importe quel thème, sur n'importe quel sujet. Tu vois ce que je veux dire? Le client, il est précieux. C'est par ce biais-là que tu vas propager ta marque, ton projet, etc. Et il faut en prendre soin du client. Attention, petite parenthèse, quand je dis ça, souvent les gens, pas souvent, une certaine catégorie qui se croient tout permis. Pourquoi? Parce qu'il y a la fameuse formule, expression, le client est roi. Chez moi, je vous le dis direct, le client, il n'est pas roi. Le client, il a des droits et des devoirs. Tout comme moi, j'ai des droits et des devoirs envers le client. Si le client il ne respecte pas mon droit, ou du moins son devoir qu'il a envers moi, à ce moment-là, moi non plus, je ne vais pas respecter. Je vais me mettre à son niveau. Et ça, si tu veux, le client est roi, c'est une phrase magique que quand tu vas dans des grandes compagnies qui te mettent dans la tête, ils te bourrent le crâne avec ça pour te dire que toi, tu es un moins que rien. Parce qu'en réalité, les gérants, ils s'en foutent de toi, tu vois. Donc, ils te disent, toi, tu es un moins que rien. Nous, ce qu'on veut, c'est le client. Parce qu'ils voient le client comme un billet, tu vois ce que je veux dire, qui est sur deux pattes. Et ils te disent, le client, c'est le roi par rapport à toi qui est un moins que rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Le client, il n'est pas roi. Le client, il est à égalité avec
l'employé ou celui qui le conseille ou quoi, ou le vendeur, tu vois, tout simplement. Et le client, on doit le respecter, on doit le conseiller comme il se doit, le réceptionner comme il se doit, ni plus ni moins, sans ambiguïté. Parce qu'il y en a qui croient on doit le réceptionner comme il se doit, ça veut dire tapis rouge, j'espère que tu vas bien, viens boire un thé, te machin, tout. Non, tu es là pour acheter, on est là pour te conseiller, ni plus ni moins. Et plus si affinité. Tu vois ce que je veux dire? Ne t'attends pas à ce que... Non, t'es pas un roi. Tu vois ce que je veux dire? Et petite parenthèse que je referme, donc je tiens à le dire, même si ça me fera du tort et que tout le monde ne sera pas d'accord, parce que c'est un thème que j'ai déjà abordé en story, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est mon point de vue. Le client, on le chérit, mais tant qu'il y a du respect mutuel en réalité. C'est tout simplement ça. Donc le client, c'est super important, il ne faut pas le négliger et il faut l'écouter. Moi, je sais que j'ai sorti des produits ou j'ai fait évoluer des produits d'une certaine manière en écoutant le client. Parce que j'écoute le besoin, on en revient toujours au même. Tu vois ce que je veux dire? C'est grâce au besoin que tu vends. Donc si tu n'écoutes pas le besoin, que tu n'analyses pas le besoin, bah, voilà, tu ne vas pas évoluer, tu vas rester toujours pareil. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas avoir d'autres horizons. Donc le client, c'est super important, il faut le respecter, il faut l'écouter. Et voilà quoi. Et après, troisième, je suis obligé de trouver une troisième. Je suis sûr qu'il y a bien une troisième chose à éviter Là, que tu peux nous sortir. je puise en moi là pour trouver la troisième. Là. Tu sais même pas, Je toi. sais que tu as l'inspiration. J'ai confiance en ton talent. La troisième chose à éviter, c'est ça? À Troisième éviter, chose à exactement. éviter pour un entrepreneur? Donc, on a le manque Ouais, d'originalité j'en ai une. et on a le respect du Le client. respect du client, ne pas le duper et l'écouter. Et j'en ai une qui est cruciale. Après, il y en a plein, évidemment. Hein. Heureusement que tu m'as dit que trois. La troisième, c'est